Le processus de closing aux États-Unis. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui encore, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne vraiment beaucoup de force, ça montre que vous avez de l'intérêt pour ce que l'on fait et puis ça nous permet d'être encore plus visible évidemment. Alors moi je suis, comme vous le savez sans doute, real estate broker aux États-Unis en Floride, agent immobilier licencié, je suis également real estate developer, c'est-à-dire promoteur immobilier aux États-Unis. Je construis des biens depuis près de 10 ans, notamment des biens résidentiels d'investissement pour les clients francophones. Alors aujourd'hui, je vais revenir vers vous dans cette vidéo avec une question qu'on me pose énormément. C'est une question qui intrigue évidemment tous les acheteurs, les néo-acheteurs, les primo-accédants, on va dire, aux États-Unis. C'est comment fonctionne un closing aux États-Unis, quelles sont les différentes étapes, enfin toutes les questions qu'on peut se poser une fois que vous êtes sous contrat. Qu'est-ce qui se passe? Qui intervient? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quelles informations il faut vérifier? Enfin, toutes ces questions-là, on va y revenir dans cette vidéo. Alors déjà, félicitations, vous êtes sous contrat, vous avez trouvé une forme d'accord avec un vendeur, vous êtes en position d'acheteur, vous êtes, comme on dit, under contract, c'est-à-dire que vous vous dirigez vers le closing. Alors, attention parce que le compte à rebours a débuté. Il faut comprendre qu'une transaction immobilière aux États-Unis est extrêmement rythmée et évidemment les termes principaux dans tous les contrats immobiliers sont liés aux dates et donc il faut respecter ces dates pour ne pas se mettre en position de défaut dans la transaction. La première chose probablement, c'est que le vendeur vous a demandé de faire un dépôt de garantie sur le compte séquestre, soit de l'agent qui s'occupe de la transaction, de votre agent ou de son agent, ou alors directement chez l'avocat qui va s'occuper de la transaction immobilière. On appelle ça de earnest money deposit et donc cet argent simplement sert de dépôt. Si jamais vous venez à faire défaut au contrat, cet argent reviendra au vendeur. Ça, c'est la première étape de l'étape de closing. L'étape de closing, c'est également 3 autres choses qui sont extrêmement importantes. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces étapes avant de pouvoir devenir propriétaire? Parce que vous devez déjà faire des inspections dans la plupart du temps, c'est ce que l'on recommande. Vous ne devez pas, mais c'est fortement recommandé de le faire. Vérifier la qualité du bien, l'état global du bien, vérifier évidemment s'il n'y a pas de problématique ou de vices cachés entre guillemets. L'autre chose, il y a des vérifications légales et administratives qui soient faites, notamment par la société de titre, la title company ou l'avocat qui s'occupe de la transaction. On va revenir bien sûr sur ces personnages clés, sur ces entités même clés. Et donc ces vérifications qui doivent être faites également pour être sûr que le titre de propriété est en bonne forme, c'est en de bonnes conditions qu'on vous donne ce titre de propriété. Autre point important qui doit être validé pendant le closing, évidemment, c'est le financement. Si vous faites appel à un emprunt bancaire, il va falloir un petit peu de temps à la banque de procéder à l'établissement des documents, écrire la reconnaissance de dette, écrire tous les documents nécessaires pour qu'elle puisse vous donner l'argent, vous faire part de l'emprunt. Et donc, il y a besoin de plusieurs jours. Dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, la plupart du temps, la banque fait appel à ce qu'on appelle un appraisal, c'est-à-dire un rapport qui est lui-même créé, en tout cas construit par une personne qui est licenciée aux États-Unis, qu'on appelle un appraiser, qui est en fait une personne qui est spécialisée dans l'estimation des biens. Et donc ça permet à la banque d'être sûre qu'elle vous finance un bien au bon prix. C'est-à-dire que si votre contrat est à 300 000, mais qu'en fait le retour d'estimation est seulement de 200 000, ça va créer un problème puisqu'il y aura un delta de 100 000 $ que la banque va refuser de financer. Et donc, soit vous allez devoir le compenser en cash, soit tout simplement le contrat va s'annuler. Quand vous êtes sous contrat avec une clause d'obtention du financement, notamment, il faut que cette estimation de valeur soit atteinte au moins pour atteindre la valeur du contrat. Si elle est au-dessus, évidemment, tant mieux, se dire que vous avez en plus un contrat qui est moins élevé que l'estimation qui a été faite par l'appraiser. Donc en moyenne, une transaction, tout va dépendre de l'état dans lequel vous le faites, tout va dépendre également si vous faites appel à un financement ou si vous faites un achat comptant, mais vous allez être sur des délais entre 15 à 45 jours. On va dire que 15 jours, c'est vraiment le minimum pour que le travail de recherche sur le titre et notamment tout le travail légal, administratif soit fait. C'est possible de closer en 15 jours si vous êtes en transaction comptant, en cash, si vous ne faites pas appel à du financement, mais c'est quand même plutôt rare. On va dire la plupart du temps, les transactions en comptant, vous faites une acquisition, ça se passe sous 30 jours en moyenne. Et si vous faites appel à du financement, on est plutôt sur des délais plutôt au-delà de 30 jours, entre 30 à 45 jours en général. 45 jours, c'est plutôt les transactions avec des acheteurs ou des vendeurs internationaux, donc qui vont avoir besoin de faire passer
des informations parfois depuis l'étranger. Et donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps, le temps que tout se coordonne. Mais c'est généralement pas plus que 45 jours. Et en 45 jours, vous devenez légalement propriétaire du bien. Ou alors, si vous êtes vendeur, eh bien, vous n'êtes plus légalement propriétaire du bien sous 45 jours maximum en moyenne aux États-Unis. Donc, c'est quand même relativement rapide. Alors, qui intervient dans le cadre d'un closing, dans le cadre d'une transaction immobilière aux États-Unis? Il y a en fait plusieurs acteurs. Déjà, évidemment, il y a un acheteur et un vendeur. Donc, il y a ces deux acteurs-là qui sont généralement représentés à chaque fois par un agent qui représente les intérêts de l'acheteur et un autre agent qui représente les intérêts du vendeur. Alors, évidemment, il a fait un travail en amont, généralement de négociation, pour arriver bien à une forme d'accord, puisque vous êtes sous contrat, mais il continue à jouer son rôle jusqu'au closing pour faire passer les informations, pour souvent également coordonner tout un tas de choses. On vient de parler des inspections qu'on peut faire sur un bien, ça peut être des choses que les agents coordonnent régulièrement, mais également faciliter le financement. C'est également des choses sur lesquelles l'agent intervient, récupérer des informations, des documents. Ce sont des professionnels qui ne font que ça, donc évidemment ils sont là pour faciliter la transaction jusqu'au bout et que vous deveniez propriétaire du bien en tant qu'acheteur. Également, il y a d'autres interlocuteurs dans le cadre d'un closing. On parlait du financement il y a quelques minutes. Évidemment, peut se positionner une banque ou en tout cas une personne qu'on appelle un mortgage broker, c'est-à-dire quelqu'un qui est licencié pour vendre des crédits hypothécaires, vendre du financement. Et donc, cette personne, évidemment, est très importante pendant le procédure de closing puisque cette personne est là pour faire le lien entre la banque qui va vous financer le bien, vous, l'acheteur, et également la société de titres ou l'avocat et même votre agent pour faire avancer au maximum la transaction et que les délais et les timings soient respectés. Je viens de parler de la société de titres et de l'avocat. Évidemment, vous allez devoir faire appel à quelqu'un pour sécuriser la transaction, soit une société de titres qu'on appelle une title company aux États-Unis, soit un avocat. Ça, c'est vraiment à votre choix. Il n'y a pas vraiment de préférence, mais il y a effectivement des États où c'est vraiment plus les avocats qui jouent ce rôle-là, qui sont spécialisés en transactions immobilières. Et puis, il y a des États qui sont un peu plus ouverts et donc où vous avez soit les avocats, soit la société de titres. Et donc, leur rôle à eux, c'est vraiment de préparer tous les documents, vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur le titre, des litiges, qu'il n'y ait pas des vices cachés ou tout un tas de problématiques qui pourraient endommager la qualité du titre de propriété et qui pourraient être simplement bloquants. C'est également leur rôle de vérifier que le vendeur est bien le propriétaire du bien, évidemment, et que ça soit bien la bonne personne à qui vous achetez, qu'il n'y ait pas de problème de ce type-là. Un autre rôle de leur part, cette société de titres ou l'avocat, c'est de vous vendre une police d'assurance qui est quelque chose auquel on souscrit quand on achète un bien puisque ça permet de sécuriser son acquisition. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Point très important dans le cadre d'un closing, c'est tout ce qui est lié au titre de propriété. Il y a deux grandes notions sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, c'est ce qu'on appelle la title search, c'est-à-dire la recherche sur le titre. C'est la grande notion et ce pourquoi on paye majoritairement des honoraires auprès d'un avocat ou d'une title company. C'est cette recherche sur le titre, on appelle ça aussi un abstract. C'est vraiment regarder les antécédents sur le titre de propriété, vérifier que le vendeur est bien le vendeur et qu'il a les pleins droits pour vous vendre le bien en question. Également vérifier qu'il n'y ait pas de dette sur le bien, vérifier qu'il n'y ait pas de litige ou autres problématiques diverses sur le bien, que tous les permis de construire soient bien en bonne et due forme, fermés, puisqu'on appelle ça, il faut que les permis soient closed aux États-Unis. Donc toutes ces informations-là sont très importantes et tout ce travail de recherche se fait une fois que vous êtes sous contrat et avant évidemment la deadline qui est le jour de la date du closing. Autre notion très importante aux États-Unis, j'en ai parlé en 2 mots juste avant, c'est la fameuse title insurance, l'assurance sur le titre. C'est vraiment généralement l'avocat ou la title company auquel vous faites appel qui vous la vend. Ça a un coût quand même sur un titre de propriété, mais c'est extrêmement commun. Je dirais que 95% des transactions, l'acheteur souscrit une title insurance parce qu'en fait, ça vous protège pour tout problème juridique futur. Donc demain, s'il y a quelqu'un qui se réveille et qui vous cause des problèmes en disant que en fait le bien lui appartient ou qu'il a un droit de rétention particulier sur ce bien, il faut comprendre que la recherche sur le titre n'est pas garantie, elle est imparfaite par définition puisque c'est une recherche humaine sur l'ensemble de la chaîne de titres qui se fait sur l'antériorité avec tous les propriétaires qui ont pu posséder le bien en question. Et donc, vu qu'elle est imparfaite, ces recherches sur le titre, c'est pour ça qu'on assure son titre de propriété. Et donc, pour toute la partie qui est entre guillemets inconnue et qui peut causer des problèmes, vous avez cette sécurité-là. Donc, regardez bien ça, mais évidemment, ça revient bien au moment où vous payez les frais de closing. En fait, ça fait partie de ces fameux frais de closing. Je vais revenir sur ce détail-là également un peu plus tard.
Alors le jour du closing évidemment est un jour extrêmement important. Les Américains sont à cheval comme je vous le disais sur les dates. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'une fois que vous rentrez sous contrat, comprenez qu'il y a un tempo, il y a un rythme à suivre pour pas se mettre en défaut de contrat. Et évidemment le jour du closing, il faut que les fonds soient sur le compte séquestre de l'avocat ou de la title company qui avait déjà généralement au préalable déjà une partie de vos fonds puisque vous avez fait sans doute un dépôt de garantie contre la signature du contrat. Et donc là il faut amener le solde final pour payer le bien et puis en parallèle les frais additionnels qu'il peut y avoir pour l'acquisition du bien, donc différents types de frais. On parlait d'un appraisal par exemple, ça peut être un frais qui peut être payé au moment du closing, l'estimation du bien que votre banque vous a demandé de faire à une personne indépendante licenciée. Ça peut être également les frais administratifs et légaux qui sont liés à l'enregistrement du titre de propriété, à la recherche sur le titre, à la title insurance justement. Tout ça, c'est très important. Et puis évidemment, le jour du closing, on signe les documents. Alors aujourd'hui, on a une très bonne connaissance des closings à distance. Donc vous n'êtes pas obligé de vous présenter au bureau physiquement. Il y a encore des gens qui aiment faire ça, mais il y a beaucoup de gens qui font des closings à distance. Et donc, vous pouvez, depuis l'Alaska, closer un bien en Floride, mais même depuis l'Europe, closer un bien en Floride. Il y a plein de solutions qui existent. On peut faire il y a des solutions de clôture et de notarisation si vous avez des documents à faire notariser virtuellement en ligne. Ou alors, on anticipe l'envoi des documents qui doivent être notarisés. La notarisation aux États-Unis, c'est une forme de témoignage. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'il y a un coup de tampon qui soit mis pour faire une apostille sur certaines signatures. Ça peut être fait à distance, effectivement, depuis l'Europe, bien sûr. Alors, pour revenir globalement sur les frais qu'il y a au moment d'un closing, vous avez différents types de frais, mais vous allez avoir les frais qui sont liés à la title company ou à l'avocat. On va vraiment parler d'honoraires, là, véritablement, le service qui vous amène. En parallèle, vous allez devoir acheter cette title insurance, qui est un autre frais. Et puis ensuite, il y a tous les frais légaux. Donc, dans certains États, il peut y avoir une taxe quand on transfère un titre de propriété. C'est le cas, par exemple, en Floride. Donc, il y a un frais additionnel qui est vraiment un frais légal à payer auprès de l'État de Floride. Il peut y avoir d'autres frais à côté de ça pour enregistrer le titre de propriété également. Il peut y avoir un frais qui est demandé par le county en question. Donc, c'est ça principalement les frais. Après, évidemment, si vous faites appel à un financement, vous allez pouvoir avoir des frais qui sont liés au financement. Donc ça, c'est évidemment des choses que vous devez connaître en amont et qui doivent vous être dites. Je pense notamment, évidemment, aux frais de commissionnement pour le financement, mais également à des frais divers. On parlait un peu plus tôt de la fameuse estimation du bien, l'appraisal. Ça, c'est un frais additionnel qui peut se retrouver également au closing. Donc voilà, globalement, les frais que vous pouvez avoir. Il faut comprendre aussi que vous avez une proration de taxes foncières au moment du closing également. Les taxes foncières sont généralement payables en arrière. Donc là, on est en 2026. Les taxes 2026 seront dues au 1er juin 2027. Donc s'il y a des transactions aujourd'hui, par exemple, en juin 2026, mi-juin par exemple, les 6 premiers mois de l'année appartiennent au vendeur, les 6 mois suivants à l'acheteur. Et donc, il y a une proration qui est faite. Mais c'est bien l'acheteur qui paiera pour l'ensemble de l'année. Donc, il aura un crédit au closing pour les 6 premiers mois de l'année qui effectivement appartiennent aux vendeurs. Globalement, pour les frais de closing, tout ça va vraiment dépendre d'un état à un autre. Pour vous donner un peu de feedback sur notre bureau du nord-est du Mississippi, la région de Pickwick, on a des closings vraiment qui frais globalement de closing en cash. Vous êtes à moins de 1% de frais de closing pour le volume de la transaction. Une acquisition à $300 000, vous êtes en dessous de $3 000 de frais de closing. Et puis après, ça peut monter beaucoup plus pour des transactions en Floride, par exemple, comme je vous le disais, là, il y a une taxe en plus. Et en plus de ça, si vous faites appel à du financement, ça peut monter à 2-3% de frais de closing. Encore une fois, il faut bien distinguer les différents types de frais qu'il y a là-dedans, qui sont liés au financement aussi, qui vont rajouter évidemment des dépenses. Alors, merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Alors voilà, le closing, c'est vraiment une chose très importante. Comprenez que le jour du closing, l'enregistrement du titre est fait et vous devenez propriétaire. Félicitations à vous. Mais effectivement, il y a pas mal d'étapes avant ça. Il faut bien se faire accompagner. Ça peut faire peur évidemment parce qu'il y a un vrai tempo à avoir. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels. Maintenant, il n'y a rien d'insurmontable et puis ça se passe très bien. Il faut simplement se documenter comme toujours. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin sur une transaction immobilière aux États-Unis. Une seule adresse, contact@investir.us. Je vous mets un lien également en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous soumettez votre projet et moi je vous recontacte sous 48 heures. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.